Juliette, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube, on se retrouve un peu pour une FAQ. En fait je vous ai montré mon quotidien d'hôtesse de l'air en aviation privée, en aviation d'affaires sur Snapchat et vous avez eu énormément de questions. En fait tellement de questions que du coup je me suis dit je vais faire une vidéo YouTube pour y répondre, ce sera plus facile. J'ai dû noter les questions sur mon ordi puisque mon téléphone est en train de filmer. Alors déjà j'ai eu des questions sur mon parcours, comment ça se fait que je suis hôtesse de l'air. En fait j'ai fait une reconversion professionnelle puisque j'ai 31 ans et je suis hôtesse de l'air depuis cette année. Donc déjà sachez quelque chose, c'est que le maître mot dans ce métier c'est la confidentialité et la discrétion. C'est à dire que j'ai vu la vidéo sur la chaîne Légende d'une hôtesse de l'air en aviation privée, mais c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment faire en fait quand on est hôtesse de l'air dans les jets, de parler des clients, de parler des caprices de clients. En fait tout ça, moi, c'est pas ce que je vais faire dans la vidéo. Je vais vous parler des études, je vais vous parler du métier en lui-même, en fait, ça consiste à quoi, au cas où vous ayez envie de faire ça, en fait, que vous sachiez ce que c'est vraiment le métier. Donc la formation, le recrutement, les coulisses, un petit peu ce qu'on peut voir dans le temps de travail, mais aussi les escales, comment ça se passe, la commande de nourriture, et vous donner des conseils si c'est le métier que vous voulez faire. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients du métier, ce que c'est vraiment le métier, et du coup mon parcours pour arriver jusque-là. À la base, j'ai fait un bac ES option anglais, c'est pour ça que je parle anglais. J'avais une question d'ailleurs notamment, est-ce qu'il faut parler anglais pour être hôtesse de l'air? Il faut un niveau B2. Niveau B2, c'est très facile à obtenir, en tout cas pour l'aviation de ligne. Vous avez le TOEIC ou le LILAT. Moi, j'ai passé le LILAT Air France et en fait, on est en webcam avec une femme ou un homme. Il nous fait faire des petits exercices d'anglais, on clique sur l'ordinateur, etc. Et à la fin, il nous donne notre niveau. Donc moi, je suis niveau C1. J'ai habité aux États-Unis et en Allemagne et à l'étranger où je parlais aussi en anglais pour travailler à l'époque. Donc je pense que ça m'a aidé. Si vous pouvez avoir une expérience à l'étranger, c'est bien parce que ça va vous aider à être à l'aise en anglais. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Sachez que dans l'aviation de ligne, donc quand je dis aviation de ligne, je parle de Air France, Air Caraïbes, North Atlantic, je parle de toutes les compagnies, Ryanair, EasyJet, etc. Ils vous demandent le niveau B2. Moi, l'école que j'ai faite, la formation que j'ai faite, donne un stage ou deux de formation pour passer ce test d'anglais. Donc du coup, honnêtement, c'est très cool. C'est pour vraiment vous préparer à l'examen. Donc moi j'ai mon bac ES, je pars en DUT technique de commercialisation, donc en alternance pendant 2 ans où j'ai travaillé chez Orange. Ensuite j'ai travaillé en e-commerce parce que j'ai fait une licence professionnelle e-commerce et marketing gestion de projet web, toujours en alternance. Ensuite, je suis partie en Master 1 et Master 2 en Management et Marketing de la mode et du luxe. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir en termes de parcours. Et là, je suis partie à Paris pour étudier et à New York parce que j'avais un stage dans les magazines de mode là-bas. Et par la suite en Allemagne où pareil, je travaille un petit peu dans le marketing digital. Alors pourquoi je fais toutes ces études pour finalement être hôtesse de l'air? Il n'y a pas d'études en fait pour être hôtesse de l'air, c'est juste une formation. C'est-à-dire que si vous avez 18 ans, vous faites cette formation, vous pouvez travailler en tant qu'hôtesse de l'air. Mais le jour où vous voulez plus faire ça, vous n'avez pas d'études en fait, puisque vous n'avez rien validé après le bac, vous avez seulement passé une formation. Du coup, moi, tant que j'étais dans le circuit des études et que j'étais forte à l'école, puisque je suis quelqu'un de très scolaire, j'ai continué les études. Je pense aussi qu'on est, pour ma part, en tout cas je suis née en 1994, une génération issue de parents qui n'ont pas eu accès aux études comme nous, on peut l'avoir aujourd'hui. Donc en fait, on essuie un petit peu les pots cassés d'une génération qui n'a pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix de faire des études parce qu'il fallait travailler, en tout cas pour mes parents. Donc du coup, forcément, ils avaient un petit peu le rêve que leurs enfants puissent réussir et avoir toutes les opportunités de carrière qu'ils voulaient. Donc en fait, à l'époque, on disait que si on veut gagner de l'argent plus tard, il faut faire des études longues. Chose qui maintenant n'est pas vraie parce qu'on a créé plein d'emplois en fait, déjà avec les réseaux sociaux. Et si on se renseigne plus avec plein de formations, même de métiers manuels ou plein d'autres choses en fait où on peut bien gagner sa vie. Et moi à mon époque, quand vraiment on était au moment du bac, on nous disait si tu fais pas d'études, tu vas rater ta vie. Donc ensuite je suis en Allemagne, je commence aussi les réseaux sociaux en même temps et j'ai participé à l'émission Beauty Match présentée par Luffy, la youtubeuse justement, et c'était trop cool, j'ai adoré. J'ai refait une télé par la suite qui a été La Villa des Cœurs Brisés, que j'ai moins aimé. De toute façon j'ai quelques vidéos où je raconte un petit peu si vous voulez aller voir. Du coup j'ai fait la saison 6. J'avais une problématique, j'étais dans la maison, etc. Mais je suis quelqu'un d'assez discret, j'ai pas fait parler de moi. Voilà, donc pas grand chose à raconter ou à dire sur ma saison dans la villa. Je pense que voilà, si vous avez vu le programme, vous avez vu que je suis quelqu'un pas assez renfermé, mais je pense que j'étais pas un main character, j'étais pas un personnage principal pour cette saison. En tout cas, grâce à ça, ça me permet de vivre des réseaux sociaux, donc de l'influence, faire des vidéos ici, YouTube, Instagram surtout, etc., d'avoir des collabs avec des marques.
Je pense pas que Booba ait tué mon business de créatrice de contenu, vu qu'il était avec les gens de télé-réalité un petit peu en procès, Magali Berda, etc. Puisque j'ai vraiment toujours sélectionné mes collabs, j'en ai pas fait beaucoup, énormément, j'ai pas spammé sur Snapchat, etc. Donc, effectivement, j'ai moins gagné ma vie, mais j'ai pas été impactée par la mauvaise image que les créateurs de contenu, surtout ceux issus de télé-réalité, pouvaient avoir parce que j'étais pas du tout là-dedans. Et j'avais plein de jobs à côté, en fait. Je voulais plus travailler dans le marketing parce que ça, c'est un job qui te prend 100% de ton temps. Et moi, je voulais vraiment développer mes réseaux sociaux, donc je me suis dit, je préfère avoir un mi-temps à côté. Du coup, mes amis m'appellent Martin Matin. J'ai fait 1001 métiers. J'ai été barmaid en boîte de nuit. J'ai été dans la sécurité de parking. J'ai été hôtesse d'accueil dans des châteaux de vin à Bordeaux pour des négociants étrangers. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai été à la garderie dans des écoles primaires. Enfin bref, j'ai fait plein de petits jobs à côté et j'en avais encore un il y a pas longtemps. Sauf que je fais une collab massage pour massage drainant, lymphatique, etc. avec Soria. Et en fait, elle me parle de son métier à côté, qui est hôtesse de l'air dans les jets privés. Et en fait, je lui pose plein de questions parce que ça m'intéresse énormément. Et en fait, du coup, elle s'intéresse un petit peu au bien-être du corps, etc. Parce qu'effectivement, c'est une question que j'ai eue. Est-ce que le corps prend cher? Oui, on est dans les airs tout le temps. Il faut des collants de contention pour bien serrer les jambes, etc. Sinon, on peut avoir mal aux jambes. En plus, on est en talons. Alors, vous le verrez quand je vous parlerai du métier, on peut se mettre en ballerine, en petites chaussures pendant le vol, parce que pendant les turbulences, c'est dangereux de rester aussi en talons. Mais oui, le corps prend cher d'être en altitude tout le temps. Moi, je sais qu'au début, j'avais des nausées, j'avais le mal de l'air un petit peu. Il faut s'habituer, il faut s'acclimater, même les maux de tête, il faut énormément s'hydrater, puisque la concentration de l'air est des mêmes composants, mais en moindre quantité en altitude. Et comme on est tout le temps en altitude, on pressurise la cabine à 2500 mètres d'altitude, même si on a 11 000 mètres, on est toujours à peu près à 2500 mètres d'altitude, parce qu'on met une quantité d'air suffisante dans la cabine pour avoir l'impression d'être à 2500 mètres d'altitude. Ça, c'est un truc qu'on voit pendant les études, je vous en parlerai après. Les yeux sont secs, la peau est sèche. Faut toujours s'hydrater, faut boire de l'eau, faut se reposer quand on peut aussi, parce que on est vraiment dans le stress, dans le speed. Pareil, le soleil à travers le hublot, on n'est pas protégé par la couche d'ozone, etc. Donc ça peut être plus dangereux pour les cancers de la peau. Enfin bref, je divague un peu du sujet, mais elle vient me masser. Elle fait des massages drainants justement pour les jambes, parce qu'elle, en tant qu'hôtesse de l'air, elle se rend compte en fait que le bien-être du corps, c'est hyper important. Et en fait, j'ai une super bonne conversation avec elle. Je l'adore. Elle s'appelle Margot. J'ai trop hâte de vous la présenter dans certains concepts peut-être, ou sur Instagram ou sur Snap, parce que elle est tellement forte dans son métier d'hôtesse de l'air en jet privé que je fais que la pousser à créer sa formation. Parce que moi, elle m'a énormément aidée pour mes vols. Donc pour l'instant, je prends juste des renseignements avec elle. On est en avril 2024, donc il y a 1 an et quelques mois. Et donc du coup, je me renseigne pour la formation. Moi, je passe par la Mermoz Academy, c'est l'école que j'ai faite. Ils avaient une session de formation à Bordeaux en octobre. Du coup, de avril à octobre, je garde le projet en tête, je fais tous les papiers, il faut une visite médicale complète, on analyse notre oui, vue, voilà, plein de choses en fait qui prouvent qu'on a la santé pour pouvoir travailler dans les airs, donc même le cœur, etc. Enfin voilà, c'est une vraie visite médicale, un check-up assez complet. Je passe cette visite médicale, je fais tous les papiers qu'il faut pour rentrer à l'école. Le 30 septembre exactement, c'est le premier jour, donc c'est 3 semaines de formation. Là, je passe vraiment à l'aspect formation, ça y est. Pour les personnes qui veulent faire ça, moi j'ai fait la Mermoz Academy, 3 semaines de formation en cours, où vous avez aussi la possibilité de le faire en e-learning, mais moi je préférais être dans la salle de cours, rencontrer d'autres élèves comme moi, pouvoir s'entraider, etc. Parce qu'on m'avait dit que c'était assez compliqué. J'étais choquée. J'ai fait un bac plus 5, hein, je vous le dis. Hein. Et ben c'était quand même très dur de tout retenir. Hein. C'est très technique en fait l'aviation, parce que c'est pas parce qu'on est hôtesse de l'air qu'on est serveuse dans les airs. Genre, pas du tout. On doit être capable déjà de sauver des vies à bord si quelqu'un fait un arrêt cardiaque à bord. Si quelqu'un a un problème médical, on doit déceler si on doit dérouter l'avion pour atterrir en urgence ou si on peut terminer le vol et attendre les secours à l'arrivée. Et c'est une prise de responsabilité énorme s'il n'y a pas de médecin à bord, bien sûr, parce que s'il y a un médecin à bord, il peut toujours nous aider. Et c'est pour ça que, s'il vous plaît, si vous êtes médecin, quand on demande s'il y a des médecins à bord, n'hésitez pas à vous prononcer, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un pronostic vital engagé. On doit être capable d'assurer aussi en termes de sécurité si jamais, par exemple, les masques à oxygène tombent et qu'on a une dépressurisation de la cabine. Ça peut être très dangereux. On peut mourir asphyxié, tous dans l'avion. Donc effectivement, il faut toujours écouter les conseils des hôtesses de l'air. Pareil,
un atterrissage, sortie de piste, que ce soit dans l'eau ou ailleurs, n'importe où, un crash où il y a des survivants et que les hôtesses de l'air vous font évacuer en urgence, il faut écouter bien les consignes parce que s'il y a le feu d'un côté par exemple et que vous vous précipitez à la sortie, bah c'est pas la bonne solution, il faut aller de l'autre côté là où il n'y a pas le feu. Mais vous pouvez pas le savoir, vous n'avez pas forcément à ce moment-là le recul nécessaire en tant que passager, ni la formation adéquate en fait pour sauver la vie de vous, enfin sauver votre vie, celle de vos proches et celle des gens dans l'avion. Donc il y a un film qui est hyper intéressant qui parle de l'amérissage sur l'Hudson. Je vous invite à le regarder, il s'appelle Sully et c'est une histoire vraie. C'est un pilote qui a améri, donc améri c'est comme un atterrissage mais sur mer, donc il a améri dans l'Hudson à New York, donc sur l'eau. Et le film est incroyable parce qu'il a sauvé la vie de tout le monde, sauf que du coup l'avion a sombré dans l'eau et les assurances un petit peu se sont battues pour savoir qui est coupable en fait. Est-ce qu'il n'aurait pas pu repartir à l'aéroport pour atterrir en urgence? Et en fait, voilà, l'histoire vraie, je vous spoile pas, mais c'est incroyable. Et ce mec est un héros et c'est fou ce qu'il a fait. Et j'ai adoré aussi le rôle des hôtesses de l'air parce que sur les vraies images qu'on voit à la fin, on voit en fait tous les passagers sur les ailes de l'avion. Donc en fait, elles ont placé les passagers sur les ailes de l'avion pour les sauver le temps que les secours arrivent et qu'ils puissent évacuer l'avion. Et ça a dû être fait en un temps record. Enfin, on se rend pas compte en fait de l'impact d'une hôtesse de l'air dans l'organisation, le secourisme de l'avion en fait, des passagers dans l'avion. Pause. Je reviens à nos moutons. Du coup, la formation, elle est assez difficile. Je m'attendais pas à ça. Heureusement que j'avais des potes dans ma formation qui étaient un peu plus renseignés. Je pense qu'ils avaient fait peut-être un BTS en tourisme, etc. Ils avaient déjà des notions. D'autres avaient des parents pilotes ou hôtesses de l'air, donc ça aide un petit peu aussi. Ils avaient déjà un avant-goût du milieu, alors que moi, je connais personne à part ma masseuse. Je reviens aussi sur la discussion que j'ai eue avec Margot qui m'a massée. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ces études-là aussi? C'est parce que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu ce rêve-là d'être hôtesse de l'air, mais je pensais pas avoir la taille requise. Et c'est vrai qu'il faut faire 1m55, mais il y a certaines compagnies, comme par exemple Qatar Airways où j'avais postulé, où il faut faire 2m30 les bras levés, et je crois que je suis à 2m29, un truc comme ça. Et ils peuvent te faire toucher une barre, et si tu n'y arrives pas, t'es foutu. Donc, on peut lever les pieds. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, les racks à bagages sont en hauteur. Donc, effectivement, il faut quand même pouvoir les ouvrir, les fermer, etc. Être assez à l'aise. Donc, il y a des critères de taille. Mais en aviation privée, vous allez voir que plus vous êtes petite, mieux c'est. Parce que le jet est plus petit. Donc, il n'y a pas tous ces critères de taille du tout. Et tant mieux. Je reviens à la formation avec Mermoz Academy. Je sais qu'il y a d'autres écoles. C'est à peu près pareil, à quelques jours près. 3 semaines de formation. Ensuite, on a un QCM. En fait, moi, je l'ai passé à l'aéroport dans une salle. C'est très très carré, très très pro. Hein. Et en fait, on répond au QCM et on ne doit pas faire plus de... Ok, il faut 75% de bonnes réponses, ce qui est énorme. Sur 100 questions, ça vous laisse que 25%, 25 questions où vous pouvez vous tromper. En sachant que des fois, les questions, c'est très... traître. Et les modules qu'on apprend, donc je vous l'ai dit, c'est les premiers secours, aspects aéromédicaux. Je lis en même temps parce que je ne me rappelle pas de tout. On a la connaissance générale de l'aviation, avion, système de base, pressurisation d'une cabine, comme je vous disais tout à l'heure, concept de vol, météorologie, pour capter mieux l'environnement dans lequel on travaille. Ensuite, on a la réglementation aérienne. Ça, c'était dur. C'était du par cœur, vraiment. Les droits, responsabilités, les lois européennes, les documents obligatoires, toutes les lois qui régissent l'aviation. Les facteurs humains, le crew resource management aussi, tout ce qui est stress, fatigue, communication, les erreurs humaines, la gestion de l'équipe, les procédures d'urgence en cas de dépressurisation d'une cabine, comme je vous disais. S'il y a le feu à bord aussi, il faut connaître les types d'extincteurs que tu peux utiliser. Évacuation d'urgence, détournement. Voilà, c'est un module assez sérieux pour la gestion de crise à bord. Ensuite, il y a la formation en sécurité, fumigène, matériel de secours, toboggan, issue de secours, etc. Les aspects médicaux et premiers secours. Donc là, on apprend comment traiter une brûlure, une allergie, les médicaments, l'hypoxie aussi, si on s'asphyxie à bord. Et les marchandises dangereuses, les dangerous goods en anglais. Donc les batteries, les liquides, produits interdits ou réglementés comme les batteries au lithium par exemple, on en entend souvent parler. Ok, donc vous avez ces 3 semaines de théorie, cet examen. Ensuite, c'est pas fini. Nous, c'était pas de suite après, c'était peut-être 1 mois après, on avait la formation pratique. Donc, théorie, pratique. Là, c'était à Orly pour ma part. Pendant 1 semaine à 10 jours, on a une formation en sécurité.
et une formation en médical. Donc là, c'est vraiment l'aspect pratique. Donc on doit savoir faire une réanimation sur bébé, sur enfant, sur adulte. En gros, on doit montrer qu'on maîtrise les gestes d'urgence et les procédures indispensables. On doit éteindre un feu, donc pour de vrai, on a un extincteur, on doit éteindre un feu. On doit également prendre sa cagoule à protection respiratoire dans une cabine complètement enfumée. Donc ça, c'est vraiment 2 exercices où on est observé par un examinateur. Un troisième, c'est la piscine. On doit faire une roulade sur un canot de sauvetage et on doit nager en fait en secourant quelqu'un et sauter dans l'eau et mettre son gilet de sauvetage, le gonfler. Donc voilà, on a l'examen piscine, l'examen feu fumé, on a une procédure d'évacuation d'urgence. Donc là, on doit parler fort et montrer comment on ferait une évacuation d'urgence si on avait un avion rempli de passagers et qu'il fallait évacuer, que ce soit en mer, sur terre, dans un milieu désertique, dans un milieu polaire. Voilà, on a plein de choses, tout le matériel de sécurité, la balise aussi, savoir comment on allume la balise s'il y a eu un crash en fait pour se faire retrouver par les secours. Voilà, il y a toutes ces procédures-là, mais en vrai qui sont rassurantes. Quand vous montez à bord d'un avion, sachez que du coup les hôtesses de l'air sont vraiment formées pour votre survie. Et l'aspect aéromédical, donc comme je vous ai dit, faire une réanimation sur bébé, enfant, adulte, entre autres. Gérer une fracture aussi, au cas où en fait en cas de turbulence quelqu'un s'est fait mal. Gérer aussi en cas de crash si jamais tout simplement on saigne, comment faire un garrot, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à apprendre aussi en pratique, c'est pas facile. Et du coup, à la suite de ça, il y a l'examen. Et un mois après, vous avez le résultat de l'examen. Une fois que vous avez les résultats, que vous êtes admis. Donc moi, du coup, pour le coup, c'était le 14 janvier mon examen et j'ai été admise du coup en février, le temps de la réponse. Là, vous pouvez commencer à postuler en fait à des compagnies aériennes. Et il faut que vous sachiez un truc, c'est que moi, à la base, comme j'ai été massée par Margot qui est que dans l'aviation privée, j'avais envie de faire que du jet privé. Parce que je trouvais ça trop cool, je trouvais le métier hors du commun, je trouvais le métier hyper intéressant. J'aimais l'indépendance que ça offre et j'aimais le fait de ne pas faire comme tout le monde. Mais en fait, pendant la formation, pendant les études, on a des profs du coup qui sont hôtesses de l'air dans l'aviation commerciale, donc type Air France, etc. en compagnie. Et en fait, ça donne envie. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un équipage, tout le monde s'entend bien, on a des collègues, on fait des destinations super cool, on peut compter les uns sur les autres. Alors qu'en aviation d'affaires, on est tout seul à bord. Pas toujours, selon le type d'avion, mais moi personnellement, je suis la seule hôtesse dans mon avion. Donc du coup, je me suis dit, en fait, j'ai peut-être envie de travailler dans l'aviation de ligne, l'aviation commerciale. Sauf que, du coup, j'ai postulé à Qatar Airways, je suis allée aux entretiens, mais j'ai des tatouages. Et en fait, si vous voulez faire hôtesse de l'air, il y a des compagnies qui acceptent, mais vous vous doutez bien que Qatar Airways, Emirates, c'est pas vraiment toléré, surtout que moi, les miens se voient, alors pas comme ça. Bon, déjà, j'en ai un ici, mais avec un uniforme, c'est ok. J'en ai quand même un là, il me faut un uniforme long, c'est limite. Et j'en ai aux oreilles. J'ai ici, sur mon oreille là, là. L'autre côté, j'ai une lune, un petit mot, enfin voilà. Je me suis tâtée à les faire enlever. Moi, je fais mon maximum en fait pour, avec du fond de teint caché, plus le foulard par-dessus. Honnêtement, ça se voit pas. Ça se voit peu. Mais voilà, pour certaines compagnies, si la zone est pas cachée par l'uniforme, vous pourrez pas travailler. Donc maintenant, je vais vous parler de en quoi ce métier est différent de l'aviation, enfin l'aviation de ligne, on va dire, commerciale, est différente de l'aviation d'affaires. Donc moi, ce que je fais, les jets privés. Je peux pas parler pour les personnes qui font, qui travaillent en compagnie commerciale parce qu'en fait, j'ai jamais travaillé dedans. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas été prise à Qatar Airways, j'ai des tatouages. Peut-être qu'ils m'auraient pas pris même si j'en avais pas, hein. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un frein. Du coup, j'ai fait une formation complémentaire pour l'aviation d'affaires. Donc c'est une formation de 1 à 2 semaines. Ça a été génial, très formateur. Et heureusement que j'avais ma pote Margot du coup, parce que c'est devenu ma pote, hein, ma masseuse, pour me donner plein de conseils. C'est elle qui m'a présentée à la formatrice. J'ai appris à dresser des assiettes façon type hôtel 5 étoiles au Phuket à Paris, sur les Champs-Élysées, à l'hôtel, avec un chef qui vient en fait. Il nous met par exemple
de la viande, du poisson, des légumes, de la purée, des pâtes, plein de trucs sur la table, des herbes, etc. dans plein de petits bols différents. Et en fait, il va nous dire, ok, comment tu présenterais ton assiette? Quel serait ton plat? Et toi, bah, tu dois prendre par exemple 2-3 petits morceaux de viande, mettre, je sais pas, un peu de purée là sur le côté, mettre un petit peu d'herbe, mettre la sauce. Et en fait, à la fin, tu lui dis, voilà, j'ai fait ce plat. Et lui, il te corrige, entre guillemets, il te dit, ça aurait été bien que tu fasses ci, ça. Par exemple, un truc tout bête, moi justement, je vous ai dit la sauce. J'ai mis la sauce et j'ai servi l'assiette, j'ai présenté. Il m'a dit, en fait, ce qui est bien, petit conseil que je vous donne du coup, vous mettez toujours les aliments vraiment au milieu de l'assiette. Le plus c'est au milieu, le mieux c'est. Vous mettez pas un truc sur le côté, un truc sur le côté. Vous mettez le plus au milieu, comme ça fait une présentation. Vous pouvez faire des petits étages aussi, avec plusieurs couches de choses les unes par-dessus les autres, etc. Par exemple des oignons frits par-dessus, quelque chose, des légumes, etc. Enfin voilà, vous mettez vos légumes un petit peu en montagne, comme ça, les haricots verts, etc. Voilà, il y a plein de petites techniques, ils aiment bien un petit peu les volumes et au centre de l'assiette. Et il me dit en fait la sauce, c'est pas joli quand elle est déjà servie comme ça dans l'assiette. Ce que tu fais, c'est que tu sers l'assiette et ensuite devant le client, tu mets la sauce. Voilà. Ou alors tu le laisses mettre sa sauce, ça dépend qui est en face de toi, mais tu peux faire ça. Du coup voilà, c'est plein de conseils hyper cool. Pareil, j'ai appris vraiment les différents types d'avions qu'on peut retrouver sur les jets privés, notamment au Bourget, puisque c'est l'aéroport dans lequel je suis basée. Et c'était trop intéressant. On apprend vraiment les avions américains, canadiens, brésiliens, français. Après, pendant la formation, on apprend également le service. Donc voilà, on met des gants blancs pour servir la nourriture, pour les couverts, etc. Enfin, il y a vraiment des codes, en fait, on se rend pas compte. C'est là que je me suis dit, en fait, le métier d'hôtesse de l'air ne me sert à rien. Enfin, le diplôme d'hôtesse de l'air, finalement, ne me sert à rien, mais il le faut. Il le faut parce que s'il y a un problème dans la cabine, dépressurisation d'urgence, comme je vous disais, les masques à oxygène qui tombent, etc., faut pouvoir gérer, mais effectivement, dans le cœur du métier, nous, on est plus vraiment au service du passager. Il y a tout un protocole en fait à connaître pour accueillir et servir au mieux le passager dans un jet privé, qui n'est pas le même que dans l'aviation commerciale. Déjà dans les plus grandes différences, du coup, je dirais que moi, je vous l'ai dit, je suis toute seule dans mon avion, donc c'est plus difficile de compter que sur soi. Mais après, plus on prend en expérience, plus on est sûr de soi, entre guillemets, et du coup, ça se passe bien. Pareil pour la nourriture. On n'est pas en mode beef or chicken, bœuf ou poulet. Non, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment, on a un menu qu'on peut présenter aux clients. Donc, soit un menu sur un iPad, soit imprimé dans un petit étui en cuir. En fait, ça dépend de la compagnie. Soit vous n'avez pas de menu et vous le connaissez par cœur et vous dites aujourd'hui, je vous propose une salade composée sur son lit de blablabla. N'hésitez pas à faire vraiment des jolies phrases, un petit peu en mode hôtellerie. Faut toujours être classe, toujours voilà, bien présenté. Parler anglais, c'est le mieux. Voilà, il y a plein de choses à apprendre et cette formation a été hyper formatrice. Mais ça m'a donné envie de me former à côté à plein de choses. Par exemple, l'œnologie. Quand un client me demande conseil pour un vin, moi je ne bois pas du tout d'alcool. C'est assez difficile pour moi de le conseiller. Même si j'ai travaillé pour des châteaux de vin, j'aimerais peut-être faire une formation complémentaire pour me sentir plus à l'aise pour lui conseiller un vin qui va aller avec son repas. Voilà, des choses comme ça. On peut toujours s'améliorer. Nous, dans l'aviation d'affaires, on peut faire les lits. Il y a des lits dans l'avion, on peut convertir les sièges en lit ou le canapé en lit au fond dans la troisième cabine pour que le client puisse se reposer. Parfois, on a par exemple des artistes qui sont en tournée, ils veulent se reposer et dormir un petit peu dans le jet. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Oui, nous, dans nos rotations, par exemple, j'ai fait une rotation avec une compagnie dernièrement, j'ai adoré, c'était super. Mais pourquoi est-ce que c'est stressant? Au-delà du fait que c'est parce qu'on est tout seul pour satisfaire le client, c'est aussi parce que déjà le déroulé du vol peut être stressant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décoller si il y a des choses dans l'avion qui ne sont pas attachées. On dit arrimées. Parce qu'en fait, elles peuvent tomber pendant le décollage et blesser quelqu'un. Du coup, nous, on prépare ce qu'on appelle un welcome. Un welcome dans l'avion, ça va être par exemple un bouquet de fleurs, une boîte la durée de macarons, des brochettes de fruits. Et en fait, on met ça sur une petite commode ou sur une table pour que quand le client en fait rentre dans l'avion, il puisse boire pourquoi pas un smoothie ou boire quelque chose, un verre de champagne, je ne sais pas, manger un petit chocolat, un petit canapé, ça dépend quelle heure il est, ça dépend le welcome que vous allez préparer.
puisque c'est vous qui préparez ça à chaque fois selon le vol. Donc selon les clients, selon l'heure, on ne prépare pas la même chose. S'il y a des desiderata clients aussi, s'il est allergique par exemple, je sais pas, au lait, on va pas mettre des chocolats au lait. Enfin voilà, c'est logique, on a toute une petite fiche avec des informations clients avant le vol. Donc voilà, on demande au pilote, j'ai combien de temps? Il nous dit, t'as 7 minutes. Donc là, on va venir tout ranger. On prend le bouquet de fleurs vite dans le galet. Le galet, c'est notre petite cuisine, notre espace à nous. On l'arrime, donc on fait en sorte qu'il tombe pas. Parce que sinon, il peut blesser quelqu'un avec le vase, il peut valdinguer d'un côté à l'autre. Moi, en général, je le mets à mes pieds. Comme ça, au moins, je le tiens. Ensuite, on prend vite le welcome, toute la décoration, tous les macarons, les machins. On les enlève pas comme une folle. Bien sûr, on prend son temps et on tend l'assiette. Est-ce que vous en voulez un? Enfin, vous voulez un dernier macaron avant qu'on décolle, etc. On le présente à tout le monde avant de rentrer au galet et l'arrimer, donc de le ranger dans le placard. On a des petits oshibori aussi, c'est des petites serviettes roulées. S'il fait chaud, on met de l'eau fraîche dessus. Et en fait, on a une pince, nos gants, un petit plateau. Et on va proposer un oshibori à nos passagers pour qu'ils puissent un petit peu rafraîchir les mains. Il y en a qui mettent un petit peu sur le visage, etc. s'ils ont très chaud, puisque là, c'était vraiment la canicule. Ou alors en hiver, on met de l'eau chaude dessus et ça les réchauffe un petit peu. Voilà, c'est plein en fait de techniques qui font en sorte que le passager, quand il monte à bord, il y a un service premium, il y a un service luxueux. Ensuite, on décolle et dès qu'on a décollé, ça y est, on peut reposer les fleurs, reposer les chocolats ou ceux qu'on avait, etc. On peut commencer à dresser la table aussi. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous dresser la table. On met une nappe, les couverts, les assiettes, la serviette. Ensuite, on donne le menu, il choisit ce qu'il veut manger ou alors on porte directement ce qu'il y a sur la table, si c'est un snack, si c'est voilà, ça dépend quelle heure il est dans le vol, etc. Ça dépend de la compagnie aussi. Sachez que c'est pas parce qu'on est en jet privé que c'est toutes les mêmes compagnies de jet privé. Il y a plein de compagnies différentes de jet privé. Donc en fait, elles ont toute une façon de fonctionner qui est propre à elles, même s'il y a quand même un fond commun. Le service est relativement le même. Donc voilà, et ensuite avant d'atterrir, pareil, pourquoi pas des oshibori si vous voulez un petit peu avant que vos passagers sortent, tout arrimer, tout ranger dans les temps, parce que sinon les pilotes ils peuvent pas atterrir si vous avez encore les clients en train de manger. C'est pour ça que c'est super challengeant quand on a un vol de 1 heure et qu'on doit faire un service à table, selon le nombre de passagers qu'on a, c'est difficile parce que si on doit faire chauffer au four, au micro-ondes, etc., dresser la table, servir, eux ils mangent, vite débarrasser parce qu'on va atterrir, etc. S'ils sont 12 passagers et que vous avez 50 minutes de vol, c'est horrible, vous pouvez pas, c'est impossible. Ou alors c'est chaud, c'est des finger sandwich ou des choses comme ça. Parce que sinon ça va être très difficile de faire votre service. Donc en fait c'est challengeant pour nous, on apprend à s'améliorer en termes de qualité de service, en termes de rapidité et d'efficacité, sans perdre la qualité de notre service. Enfin voilà, il y a plein de choses à apprendre. Notamment aussi de l'organisation, parce qu'en fait, quand on a des rotations comme j'ai fait dernièrement, on fait par exemple 4 vols par jour. Je vais faire Bordeaux-Irlande, Irlande-Italie, Italie-Grèce, Grèce-Turquie, dans la même journée. Sauf que mes passagers, je ne vais pas emmener à bord de l'avion la nourriture des Paris pour les 4 vols. Non, je prends Paris-Irlande, j'ai le catering, on appelle ça la commande de nourriture pour Paris-Irlande, mes passagers. Mais en Irlande, je me fais vite livrer d'une nourriture pour Irlande-Italie. Donc en fait, il faut qu'en amont, j'ai envoyé des mails à des... comment on appelle ça? Des caterings, du coup. C'est des traiteurs, en fait, qui vont vous livrer la nourriture à l'aéroport, à l'avion. Vous mettez l'IMAT de votre avion, c'est un peu la carte d'identité de l'avion, le numéro de l'avion. Et eux, ils vont aller au FBO. Le FBO, c'est l'aéroport, si vous voulez. L'aéroport de jet privé, voilà. Et ils vont dire, j'ai la commande catering pour l'avion numéro tatata. Et eux, ils vont vous l'emmener à l'avion. Et vous, quand vous avez atterri, il y a le service catering qui vient, qui vous dit tenez votre catering pour le vol d'après. Et vous, si vous avez des restes, vous allez du vol d'avant, moi j'évite de les jeter. En général, ce que je fais avec les restes, c'est je les donne aux handlers, au handling de l'aéroport, c'est-à-dire le personnel en fait qui est en charge de tenez, vous avez commandé des glaçons pour le second vol, tenez, vous avez demandé à avoir des nouvelles fleurs, etc. Elles sont là, votre catering est là. En fait, ces gens-là qui sont dans la livraison de tout ce qu'on a, on leur donne les restes des clients pour éviter de gaspiller, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà, il y en a qui jettent, il y en a qui mangent aussi. Vous pouvez manger les restes ou faire une petite assiette et donner aux pilotes aussi, parce qu'on doit aussi s'occuper des pilotes. On doit faire manger les pilotes. Voilà. Donc en général, on a un crew catering,
Mais si les clients sont partis, qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas voulu, moi j'ai déjà eu un vol où j'avais quand même pas mal de budget nourriture et les clients n'ont pas voulu manger. J'ai pas gaspillé la nourriture, j'ai fait une assiette au pilote, à moi par exemple, et on a donné le reste au handling. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, vous voyez l'organisation en amont des caterings. Et ça, c'est super compliqué parce que les clients veulent bien manger à bord de l'avion. Sauf que quand nous, c'est notre 4e vol, faut pas avoir oublié de commander la commande catering à tel aéroport. Et en plus de ça, il y en a qui sont connus pour être plus ou moins bons. Et c'est pour ça que moi, j'avais Margot tout le temps au téléphone. Margot, aide-moi, qu'est-ce que je prends pour le client? Parce qu'en fait, c'était à moi de faire sa commande. Il m'a pas dit, je veux manger ci, je veux manger ça. C'est moi qui dis, bon, bah l'heure de vol, elle est à midi, je vais leur prendre de quoi faire une salade parce qu'il fait chaud, je vais leur prendre de quoi faire tatata. Et en fait, je fais ma commande. Et Margot, elle me disait, alors là, eux, prends-leur des finger sandwich parce que ton vol est pas assez long pour tatata, prends-leur des brochettes de fruits ou des fruits tranchés, découpés, toujours précises parce que sinon ils vont te ramener un ananas entier et c'est à toi de le couper pour le faire manger au client. Donc c'est super dur, il faut être tout le temps très 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 précis et répéter les choses. Vous demandez ensuite un devis. Le devis, vous l'envoyez aux commerciaux de la compagnie. Les commerciaux de la compagnie valident le devis. Vous commandez, vous êtes livré, vous installez dans les petits frigos de l'avion. C'est pas vraiment des petits frigos, mais vous avez compris. Vous mettez vos petits glaçons, etc. Vous commandez les boissons, la nourriture. Et des fois, on atterrit à minuit, on a un vol le lendemain dans la nuit, on fait la commande. Ok, cette nuit, j'ai besoin que vous me livriez pour demain à 8h et ils vont vous dire, mais pas du tout. Fallait me prévenir avant. Du coup, bah là, vous devez préparer même en amont le vol du lendemain pendant que vous avez les 4 vols la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que je suis entre la Grèce et la Turquie, que je suis en train de regarder les services de traiteurs pour mon vol du lendemain, parce qu'en fait, je sais que si j'attends d'être en Turquie pour commander, leur service sera fermé, ils vont pas prendre ma commande pour le lendemain. Donc voilà, il faut vraiment une organisation de maître, faut anticiper, il faut énormément anticiper et beaucoup, beaucoup, beaucoup préciser. Les quantités aussi, parce que si vous ne dites pas combien de quantités vous voulez, etc., vous êtes foutus. Et on fait tous des bêtises au début, donc vraiment, c'est stressant. Parce que quand vous êtes devant le client, que vous avez demandé une salade de fruits et qu'en fait, elle est... Par exemple, les fruits sont pas tranchés ou des choses comme ça et que le client ne peut pas le manger, et ben vous vous sentez très très bête. Voilà, sachez-le. Donc voilà, il y a plein de petits codes à savoir et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir un contact dedans. Moi, c'est du coup Margot, qui j'espère va vous sortir bientôt sa formation. Parce que comme ça, si vous avez le diplôme du CCA pour être dans l'aviation commerciale, type Air France, etc., le diplôme dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pourrez également faire un complément de formation avec elle pour faire comme moi je fais. Je vous recommande ses services à elle parce que déjà elle m'aide au quotidien dans mes vols. Et comme elle a été comme moi freelance dans l'aviation d'affaires, elle connaît plein de compagnies. Donc en fait, vous êtes sûr de ne pas payer la formation pour rien parce qu'elle a les contacts dans les compagnies où dès qu'il y a besoin d'une hôtesse, elle peut vous envoyer. Donc c'est pour ça que moi c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, je suis freelance en aviation d'affaires. Je peux opérer, quand je dis opérer, je peux travailler sur plusieurs types d'avions différents, ce qui n'est pas le cas dans l'aviation commerciale puisque vous pouvez être formé sur 2 types d'avions, voire 3 types d'avions si c'est 2 avions qui se ressemblent. Par exemple, un A320, A380, c'est entre guillemets les mêmes structures, etc. Donc, vous pouvez travailler peut-être sur les 2 plus un autre type d'avion, mais vous ne pouvez pas travailler sur tout type d'avion. Vous devez faire ce qu'on appelle des OCC, c'est des stages en fait, souvent non rémunérés, où en fait on vous forme au toboggan, à la sécurité de cet avion en particulier avec la compagnie avec laquelle vous allez voler. Donc cette formation-là, les OCC, c'est quand vous êtes pris en compagnie. Sauf qu'en aviation d'affaires, c'est pas pareil quand on est freelance, on peut bosser sur tout type d'avion différent. Donc moi j'ai bossé par exemple sur un Falcon 8X, 7X, Falcon 900. J'ai bossé aussi sur un Legacy 600. C'est tout pour l'instant. Voilà, j'ai bossé sur ces 4 avions. Donc c'est un Embraer, le Legacy 600. Voilà, c'est un avion brésilien. Donc voilà, à chaque fois que j'ai un vol, je peux être stressée parce que je connais pas l'avion. Je sais pas où sont les couverts dans cet avion. Je sais pas où sont les oshibori, les plateaux. Voilà, je connais pas l'avion en fait. Je sais pas où sont les masques. Je sais pas où. Voilà, je ne connais pas l'avion. Chose qui est plus rassurante quand tu es dans l'aviation de ligne parce que tu connais ton avion. Mais après, à force de voler en freelance, effectivement, tu connais ton avion. C'est-à-dire que moi, maintenant, les avions que je vous ai cités, je les connais. Mais au début, le premier vol, c'est très stressant. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme différence entre l'aviation de ligne et l'aviation d'affaires?
le type de client forcément. Mais voilà, je suis pas là pour parler de la confidentialité des clients. Sachez juste qu'on peut avoir tout type de clients, d'un enterrement du garçon à un homme politique à un roi. Voilà, un roi. On peut avoir un roi à bord. Donc voilà, il y a énormément de profils différents et je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'ai rencontré des profils très intéressants dans l'aviation d'affaires et, et ce métier me pousse à donner le meilleur de moi tout le temps parce que j'ai vraiment envie que ces personnes-là qui ont payé un certain service en jet privé, quand ils sortent de leur avion, ils soient contents du vol qu'ils ont passé. Donc j'ai un petit carnet où en fait j'écris tout, mes axes d'amélioration sur un vol. Et après je suis très exigeante. Je vous dis ça, mais les pilotes avec qui j'ai volé m'ont dit que j'étais géniale. J'ai des pourboires sur presque tous mes vols. Donc voilà, je sais que ça se passe bien, mais j'ai vraiment à cœur de satisfaire les clients au maximum et je prends très au sérieux le choix par exemple de mon catering. Si par exemple c'est connu que dans tel pays le catering est pas bon, je vais dans des hôtels 5 étoiles et je demande à parler au chef pour avoir la nourriture que lui va me proposer plutôt que celle du catering d'aéroport, de livraison de traiteur que je ne connais pas, que apparemment il est pas très bon, etc. Donc voilà, c'est vraiment se challenger pour donner le meilleur de soi. Alors, les questions que j'avais, c'est donc en quoi est-ce que c'est différent de l'aviation commerciale? Je pense que j'ai à peu près répondu. Est-ce que c'est un métier glamour ou un métier galère? En vrai, c'est un peu les deux, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a toujours des imprévus aussi. Enfin, là, je n'en ai pas parlé des imprévus, justement. Je vais vous en parler. Par exemple, j'ai fait une commande catering pour un client qui décollait à 14h. Donc je me fais livrer à 12h à l'aéroport, à midi. Comme ça, j'ai 2 heures pour ranger la nourriture un petit peu dans les containers, donc les petits frigos. Organiser le welcome aussi avec les fleurs, les petites brochettes de fruits, etc. Tout. Sauf que le client, la veille à 23h, on a une notification sur une appli qui gère nos vols qui nous dit finalement il veut décoller à 10h. Donc je dois me faire livrer la nourriture à 8h finalement. Je contacte le catering, le service, et je leur dis est-ce que vous pouvez me livrer plus tôt? Ils me disent non, il est 23h. Genre là, c'est chaud. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais quoi? On peut pas décoller si j'ai pas la nourriture. Comment je fais? Un stress. Un stress pas possible. Je vais à l'hôtel, je demande à parler au chef. Ah mais non, mais il est 22h passé, le chef il est parti. Est-ce que je peux aller en cuisine? Est-ce que quelqu'un peut me faire quelque chose? Est-ce que je peux trouver une solution? Comment je fais? Et j'ai eu de la chance que le pilote connaissait le service catering et leur a demandé en service, s'il vous plaît, on a un vol demain, on a vraiment besoin de vous, etc. Et il m'a aidé. Et c'est là qu'on voit aussi qu'on a un équipage parce que le pilote m'a aidé, mais j'aurais été avec un pilote qui s'en fout, qui fait juste son métier de pilote, c'est-à-dire piloter. Il m'aidait pas pour le catering, moi son hôtesse, c'était foutu. Je sais pas comment j'aurais fait, enfin j'aurais trouvé une solution parce qu'on est obligé, mais dans le stress. Et il est 23h, on décolle à 10h le lendemain, faut qu'à 8h je sois à l'aéroport, que j'ai géré la bouffe, les fleurs, tout. Non, ça aurait été beaucoup de pression. Et il y en avait quand même beaucoup, mais en tout cas le fait que le pilote m'ait aidé, c'est génial. J'ai toujours eu un très bon feeling avec mes pilotes, surtout sur cette rotation-là, on s'est très bien entendu. Pareil, quand je suis allée à New York, on était 2 hôtesses, ce qui est très rare. Ça peut arriver dans des cas exceptionnels, donc ça sert à rien que je vous en parle ici, mais voilà. C'était génial, j'ai eu des pilotes incroyables et j'étais tellement contente d'aller à New York qu'ils m'ont fait choisir l'hôtel dans lequel on est allé. Et du coup, enfin voilà, on fait des rencontres, que ce soit pilote, équipage, en escale aussi, les personnes au handling qui nous aident, les taxis qui nous emmènent à nos hôtels. En fait, on rencontre des gens tout le temps et c'est vraiment des gens hyper intéressants dans plein de pays différents. Dernièrement, je suis allée en Roumanie. Je pensais pas aimer autant la Roumanie. Bucarest, on appelle ça le Petit Paris. Il y a comme l'Arc de Triomphe, il s'appelle l'Arc de Triomphe là-bas aussi. Même l'architecture et les gens sont si beaux. Je savais pas, mais ils sont trop beaux les gens là-bas, les femmes comme les hommes, tout le monde est tellement... J'ai adoré cette ville, j'ai envie d'y retourner parce que j'aurais adoré visiter plus longtemps. J'ai pas eu le temps de rester assez longtemps en escale parce que comme je vous ai dit, des fois on fait 1, 2, 3, 4 vols par jour, on reste à l'aéroport. Là, Bucarest, j'ai eu la chance d'y dormir et d'y repartir que le lendemain. Donc on a fait un petit resto, on s'est baladé un petit peu et c'était génial. J'étais avec les pilotes du coup. Mais voilà, on découvre des cultures différentes avec des passagers qui ont des cultures différentes. J'avais des passagers du Koweït et je les ai trouvés super intéressants. En fait, voilà, c'est plus privilégié comme lien que ce qu'on a dans l'aviation de ligne avec
150 passagers, on n'a pas le temps d'établir une vraie connexion, entre guillemets. Mais là, par contre, des fois non plus, parce que des fois, il y a des passagers qui préfèrent rester dans la discrétion et ne pas parler. Ils préfèrent, voilà, juste manger tranquillement, pas discuter avec toi. Et c'est ok, en fait, il faut toujours s'adapter au mood du passager. Donc voilà. Est-ce que c'est un métier glamour ou galère? Les deux, du coup, comme vous voyez, il y a la partie galère que je vous ai expliquée et la partie glamour qui est vraiment, déjà le jet c'est beau. On doit être impeccable, on a des passagers hyper intéressants. On est dans un jet quoi, la nourriture elle est meilleure. Enfin voilà, il y a plein de choses. Le service est quand même cool. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Bah, du coup, je vous l'ai dit, je voulais le faire quand j'étais petite. Je pense que c'était juste le fait de voyager quand j'étais petite, d'avoir un uniforme, j'en sais rien. Et puis, je ne l'ai pas fait finalement puisque je voulais faire des études. Et puis finalement, quand j'ai rencontré Margot qui m'a massée, elle qui faisait ce métier, ça m'a intriguée. Je me suis renseignée sur la formation, ça m'a intéressée, je l'ai fait. J'ai pas été forcément prise dans l'aviation commerciale. De toute façon, mon premier choix à la base, c'était l'aviation d'affaires et je regrette pas du tout. J'adore ce métier. Donc voilà. Alors, tu dors où? Tu manges quoi? Tu voyages comment? Journée type à bord d'un jet privé. Je vous l'ai dit, à peu près on arrive 2-3 heures avant que le client arrive, on prépare son avion, on réapprovisionne aussi son avion si jamais il y a des bouteilles qui ont été consommées par les passagers d'avant, etc. On réapprovisionne l'avion. On se prépare à accueillir le passager, faire son meilleur service. Et ensuite, le passager s'en va. On vérifie qu'il n'a rien oublié aussi, qu'il n'a pas eu des lunettes de soleil qui ont glissé, un téléphone ou quelque chose. Voilà. Et ensuite, soit on repart dans une autre destination chercher un autre passager, soit on reste sur place. Donc moi, ce que je fais, c'est que je nettoie mon avion. Je passe aspirateur, un coup de chiffon partout, je nettoie. La vaisselle, je la mets dans un container que je donne au FBO à l'aéroport auquel j'ai atterri et je leur dis est-ce que vous pouvez me la laver pour demain. Pareil pour le linge, si vous n'avez pas assez de nappes, de serviettes, etc. Mais en général, on essaie d'en avoir quand même pas mal de stock, comme ça, on n'a pas besoin de faire laver pendant les escales. Mais si jamais vous pouvez, demandez-leur bien qu'ils le iron, c'est-à-dire qu'ils le repassent, parce que c'est pareil. Si vous donnez vos nappes, je vous dis, il faut toujours préciser, être très précis. Ils vont vous les laver, mais elles seront toutes froissées, donc en fait, il faut préciser qu'il faut qu'elles soient repassées. Donc voilà, je donne mes couverts sales, mes assiettes sales, parce qu'on fait très peu la vaisselle dans l'avion, parce que les tuyaux sont très fins, il ne faut pas boucher l'évier. Donc quand on peut nettoyer, on nettoie, mais si on n'a pas le temps, parce qu'on a 12 passagers, et que voilà, on peut donner notre container de vaisselle sale que le FBO, les handlers, le handling va venir chercher pour faire laver, vous l'aurez le lendemain à l'avion. Moi je nettoie, je passe l'aspirateur, etc. Je remets les ceintures bien rangées pour pas qu'il y ait la ceinture comme ça, qui pend, etc. Je rends mon avion très présentable. Comme ça, j'ai plus qu'à gérer la commande de catering, que normalement j'ai déjà commandé, hein, parce que sinon c'est que je suis pas dans les temps. Mais ça peut arriver qu'on le fasse la veille au lendemain. En vrai, c'est vrai que ça arrive qu'on le fasse tout le temps, la veille au lendemain. Mais au moins j'essaie de le faire avant 22 h quoi. Et ensuite on s'en va à l'hôtel avec les pilotes, etc. Nous on peut faire ce qu'on veut. Juste, moi, je gère encore les mails. Par exemple, si j'ai pas fini de faire mes commandes, je les fais là à ce moment-là. Selon les desiderata clients, donc allergies, etc. Et envie du client, il y en a aussi qui ont envie d'un chicken teriyaki alors qu'on est en Roumanie et que j'en ai pas sous la main. Il faut que j'en trouve. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont challengeantes et que pour l'instant j'ai géré. Donc très cool. Et ensuite, voilà, on profite et le lendemain, on va 2-3 heures avant à l'aéroport. En général, 2 heures. 2 heures avant, moi, je demande aux pilotes parce que eux, ils sont frustrés d'être trop en avance à l'avion. Mais moi, j'en ai besoin pour recevoir ma nourriture, présenter mon welcome, etc. Donc voilà les journées types. Ensuite, la deuxième question, le service à bord seul, oui. Tu dors où? Bah, du coup, à l'hôtel. Moi, c'était des beaux hôtels qu'on a eu à chaque fois, donc très cool, avec petite piscine et tout. Ça, c'est génial. Qu'est-ce que je mange? Donc soit, comme je vous disais, on a un repas crew, soit si vraiment personne n'a touché la nourriture pour pas la jeter, je peux en manger, soit j'attends d'être à l'hôtel et soit un room service, soit un restaurant. Voilà. Tu voyages comment? Ben, en jet, par contre, c'est vrai que des fois on peut faire des vols pour rentrer. Il me book un Air France. Par exemple, quand je suis allée à New York, j'ai emmené le passage à New York. Ensuite, j'étais plus son hôtesse, lui il habitait là-bas, etc. Le jet partait avec une autre hôtesse ailleurs. Moi, ils m'ont booké un billet retour Air France. Enfin, KLM exactement. Voilà. Est-ce que tu participes à la préparation du vol? Briefing, catering, sécurité? Bah oui, forcément, parce que c'est moi qui gère tout.
Et le briefing, c'est avec les pilotes. Moi, j'aime bien leur demander est-ce que j'aurai le temps, avant qu'on décolle, de faire un service, par exemple, où je leur dis est-ce que vous voulez un café, etc. Parce que si je leur propose ça et que le pilote, il me dit on décolle dans 5 minutes, j'ai pas le temps. Donc voilà, je leur demande si j'aurai un petit peu de temps avant le décollage. Et souvent, ils me disent oui, la piste, elle est super longue. Ou alors, ils me disent non, la piste, elle est très courte. Donc dès que tu vois que l'avion, il commence à avancer, t'as 7 minutes pour tout enlever, tout arrimer, donc tout ranger pour que rien se casse la gueule. Donc là, je sais que je vais pas leur demander vous désirez un autre verre de champagne? Non, parce que j'ai pas le temps. Pareil, quand vous avez des passagers qui veulent garder leur verre, imaginons, c'est un verre de vin rouge, par exemple. Vous n'avez pas envie que le verre de vin rouge, il se renverse pendant le décollage et qu'il tache la moquette de l'avion, puisque c'est un jet, et s'il y a la moquette tachée, c'est l'angoisse. Donc, vous n'allez pas lui dire, c'est interdit, s'il veut garder son verre. Il y a des façons de faire. Vous pouvez dire, par exemple, à un client, alors on va décoller, est-ce que vous voulez que je récupère votre verre et que je vous le rende après? Ça m'embêterait que vous vous tachiez. Parce que pendant le décollage, il peut y avoir des turbulences. Voilà, le client là, il est pas bête, il va vous dire ah bah oui, j'ai pas envie de me tâcher, tenez mon verre. C'est mieux que de dire je récupère votre verre, c'est interdit. Non. Mais au moins, vous avez sauvé l'avion. Après, il y en a qui veulent garder leur verre, ils gardent leur verre. Mais voilà, c'est des petits codes en fait que vous apprenez au fur et à mesure. C'est quoi les vraies responsabilités d'une hôtesse de l'air? Bah, je vous en ai déjà parlé. Est-ce que tu fais aussi le ménage? Oui. Les lits? Oui. Les bagages? Non. Les bagages, il y a le handling qui gère l'arrivée des bagages en amont, avant que les passagers arrivent. Donc souvent, on a les bagages qui arrivent avant les passagers, parce qu'eux, ils sont à la sécurité, passeport, etc. du FBO. Donc voilà. À quoi ressemble un jet privé de l'intérieur? Alors j'ai déjà montré mes welcome par exemple sur Snapchat. Donc je vous mets mon Snap ici ou mon Insta parce que du coup pour montrer un petit peu la qualité de mon travail, des fois je montre un petit peu mon welcome. J'essaie de pas trop en montrer parce qu'il y a quand même des propriétaires de jets et ils n'ont pas forcément envie que leur jet soit sur internet, ce que je peux comprendre. Donc j'essaie d'en montrer sans trop en montrer. Pareil, je ne montre jamais le numéro de l'avion, etc. C'est des choses qu'il ne faut jamais faire et ne jamais montrer les clients non plus. Mais bon, enfin ça c'est de la logique. Ouh, vous voulez parler argent? Carrière et salaire. Combien gagne une hôtesse de l'air dans l'aviation d'affaires? Alors déjà, il y a des nuances. Quand on débute, quand on est en freelance ou quand on est en CDI dans une compagnie et selon la compagnie. C'est-à-dire que si vous êtes en compagnie d'aviation d'affaires, donc vous êtes en jet privé, mais dans une compagnie, donc vous volez toujours sur la même compagnie, même type d'avion, là, il faut savoir que en général, les rotations, ça va être par exemple du 15 jours, 15 jours. Donc pendant 15 jours, vous pouvez être en vol et pendant 15 jours, vous vous reposez chez vous. Donc là, votre salaire, il va être fixe. Par exemple, il va être 2000, je sais pas. Et vous avez vos pourboires en plus. Voilà, c'est ce qui vous fait gagner de l'argent. Mais après, il faut se dire que vous travaillez pendant 15 jours et pendant 15 jours, vous êtes à la maison full time. Ou 13 jours, 15 jours, 13 jours, je sais pas, ça dépend en fait de la compagnie. Moi, comme je suis en freelance, c'est pas pareil. Parce que déjà de 1, comme moi j'avais pas de contact dedans, au début surtout, hein, au début c'est normal, vous avez quelqu'un qu'on appelle, on dit oui j'ai besoin d'une hôtesse pour tel jour, telle heure, tel vol. Elle a plein d'hôtesses qu'elle connaît en freelance, elle va dire ok Fiona elle est dispo, puisque là je ne l'ai pas envoyée en vol, je vais l'envoyer. Cette personne-là prend un pourcentage sur mon vol, ce qui est normal. Donc du coup, je n'ai pas le salaire à la journée que je devrais avoir. Parce qu'il faut savoir que, je ne sais pas si c'est pareil dans l'aviation de ligne, s'il y a des hôtesses de l'air, dites-moi dans les commentaires. Nous, en privé, de mon expérience, en tout cas, on est payé à la journée. Donc en fait, que je fasse 4 vols dans la journée ou 1, je suis payée pareil. Et ça, c'est frustrant quand tu as 4 vols dans la journée parce que tu as 4 commandes catering. Tu as 4 fois l'accueil et le ménage après le départ du passager pour accueillir l'autre. Et tu as le même salaire que si tu avais fait un seul vol. Donc des fois, c'est un peu frustrant, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous pouvez demander, je vais vous donner une fourchette, allez, parce que j'ose pas trop parler de ça, mais ça dépend. Je pense que vous pouvez demander à être payé, par exemple, s'il n'y a personne qui passe entre vous et la compagnie, entre 400 et 600 euros la journée. Mais quand vous avez quelqu'un qui prend un pourcentage sur votre vol, votre journée, bien sûr, c'est beaucoup moins. Ça peut être entre 200 et 300 euros la journée. Donc, ce qui est quand même intéressant puisque vous êtes payé entre 200 et 300 euros la journée. Si vous voulez 6 jours d'affilée, 2, 4, 6, 8, 10, 12, vous êtes payé 1200. Donc voilà.
sans compter les pourboires qu'on peut avoir. Il y a certaines compagnies où on a un type de client qui donne des pourboires et d'autres où c'est connu, la compagnie en a moins. Voilà, ça dépend. Mais voilà, il faut quand même faire un bon service si vous voulez des pourboires. C'est quoi les types de contrats, CDD, freelance? Bah là, je vous en ai parlé, il y a CDD oui, CDI oui, freelance. Et après les rotations, je vous ai dit, des fois il peut y avoir du 15 jours, des fois ça peut ne pas être ça. Moi je suis appelée, je suis déclenchée le matin, le soir je peux voler. La dernière fois c'est ce qui m'arrivait, hein. J'avais pas d'habits, j'avais plus de culottes, j'avais plus rien, je devais les laver à l'hôtel, c'était l'angoisse. Parce que je pensais pas partir autant de temps. Donc voilà, il y a beaucoup d'imprévus dans l'aviation d'affaires. Et quand t'es freelance, surtout au début, bah, c'est sûr que c'est dur de prévoir, je vais être à ton anniversaire. Parce qu'en fait, je peux être appelée le matin même et partir en vol. Et on me dit que je pars 2 jours et finalement, je pars 6 jours. Voilà. Par contre, il y a des lois, bien sûr, des temps de repos obligatoires de 10 heures. Si j'arrive à 22 heures, je repars qu'à 8 heures le matin parce qu'il me faut 10 heures. Donc voilà. Sauf que moi, j'ai les mails pour les caterings, etc. Donc vraiment, je dors pas beaucoup. Est-ce qu'il faut avoir été dans l'aviation commerciale avant? Moi, personnellement, je ne l'ai pas été. Donc non. Mais c'est pourquoi pas un plus, ça va vous rassurer. Parce que moi, mon premier vol, j'étais stressée comme tout, hein. J'étais jamais montée à bord d'un jet privé, j'avais jamais été hôtesse de l'air avec d'autres collègues de travail dans un avion. Donc effectivement, c'est plus de stress. Après, ça a été très formateur. Quelles sont les qualités indispensables pour être recrutée? Désolée, des fois je bug parce que la vidéo fait 1 heure là déjà et je me rends compte que c'est long, je me demande si je fais pas 2 parties. Je vais essayer d'aller un peu plus vite et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai à l'écrit. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités à avoir dans ce métier. Il faut savoir s'effacer, puisque c'est pas nous la star de l'avion, c'est le client. Quand je dis la star, c'est le personnage principal, le passager principal, etc. Donc il faut savoir rester à sa place dans la discrétion. Il faut savoir être dans le don de soi, faire en sorte que la personne elle passe le meilleur vol de sa vie. Moi je me dis toujours à chaque fois que j'ai des passagers, je me dis, si là il y avait mes parents, que j'avais l'opportunité de leur faire un tour en jet, j'aimerais trop qu'ils aient la meilleure expérience de leur life, donc je serais au petit soin en mode là vous voulez boire quelque chose, là vous voulez manger quelque chose, etc. Enfin voilà, je serais un peu au taquet pour qu'ils passent un bon vol dans le confort, etc. Donc voilà. Et être élégant aussi, même si ça suffit pas, il faut quand même être élégant. Je pensais que mon âge ce serait un frein, mais je pense que c'est plutôt un avantage parce qu'à 30 ans passés, je pense qu'on est un peu plus sûr de soi dans ce genre de métier-là et c'est bien d'avoir confiance en soi. Voilà. Comment se passent les recrutements? Alors, je sais pas pour l'aviation d'affaires, mais je pense qu'il y a une annonce, vous postulez. Si vous n'avez pas d'expérience dedans, c'est très compliqué d'intégrer l'aviation d'affaires. C'est pour ça que moi, j'ai fait du freelance avant. Comme ça, je me fais mon expérience et après, pourquoi pas intégrer une compagnie pour un peu plus de stabilité. J'aurai au moins mon emploi du temps, 15 jours par exemple, comme je vous ai dit, ou pas. Mais là, comme je vous ai dit, c'est très instable. Donc, pourquoi pas intégrer par la suite une compagnie d'aviation d'affaires. Mais je me serais fait les griffes en freelance. Donc c'est rassurant pour la compagnie parce que j'aurais peut-être même déjà volé pour eux. Ça se sera très bien passé. Ils m'ont dit, bah Fiona, on a envie que tu sois chez nous tout le temps, quoi. Donc ça, ce serait génial. Pour l'instant, je fais mes griffes en freelance. Ensuite, on verra. Le recrutement se fera, voilà, comme ça. S'ils cherchent, je postule, j'envoie un CV. Voilà, c'est pour ça que je garde des petites photos des fois de mes welcome que je vous ai postées sur Snap, etc. pour montrer comment je peux accueillir les passagers. Quel type de décoration je peux faire, quel type d'attention, etc. Et ensuite, je pense qu'il y a un entretien. Et ensuite, pour les compagnies, il y a peut-être une formation type OCC, comme il y a dans l'aviation de ligne, comme je vous ai dit, le petit stage avant de partir en vol, il y a peut-être ça aussi. Donc, je ne sais pas. Il faut parler combien de langues, à quel niveau, j'ai répondu. Donc, moi, je parle 4 langues. Je parle le français, l'anglais, l'espagnol et le russe. Bien qu'en russe, il faut que je m'améliore. De toute façon, on ne vole plus en Russie à cause de la guerre. Donc je suis assez déçue, j'aurais trop aimé voler là-bas. Il y avait énormément de vols là-bas en jet avant, apparemment. C'est ce que les pilotes m'ont dit. Est-ce que tu voyages autant que ça? Ah oui, pour le coup, tu voyages, oui. Est-ce que tu as du temps libre pendant les escales? Ça dépend. Des fois, quand j'étais à New York, je suis restée à peine 24 heures, mais c'était génial parce que comme je connais la ville, j'ai pu faire plein de choses. Je suis allée à mon matcha préféré, je suis allée au musée, au MoMA. J'ai acheté une casquette d'ailleurs. Enfin bref. J'ai ramené des petits souvenirs et tout, donc c'était cool. Par contre, quand je fais 4 vols par jour, vous vous doutez bien que le seul moment où j'ai du temps libre, c'est le soir, avant de repartir le lendemain. Et des fois, j'ai pas tant de temps que ça parce que je suis sur mes mails. Comment tu gères ta vie perso avec ce rythme?
Alors, ça fait pas si longtemps que ça que je fais ça, mais en vrai, c'est très facile parce que quand je suis là à 100%. Quand je suis à Bordeaux ou à Paris, puisque j'habite à Bordeaux et à Paris, un petit peu les deux, je suis 100% du temps ici, quoi. Donc, c'est très facile finalement de gérer. C'est pas comme si j'avais un mari, des enfants, etc., des responsabilités de dingue. J'ai pas d'animal de compagnie non plus. Enfin, j'ai mon chat, mais chez mes parents, donc voilà, c'est très facile. Niveau look, tu dois être toujours bien habillé et maquillé. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes hein, dans le maquillage, mais il faut toujours être classe. Voilà. Est-ce que c'est dur mentalement, la solitude, les horaires et le stress? Oui, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, faut être fort. Quand vous arrivez à votre dernier jour de rotation, que vous êtes épuisé, exténué, que vous avez un passager avec qui ça se passe pas forcément très bien, que vous rentrez à 3 h du matin à Paris de toute votre semaine, vous savez même plus quelle journée, vous savez même plus dans quelle ville vous êtes. Mentalement, vous avez dû endosser tellement de responsabilités et de stress en espérant que le client va adorer son catering, va aimer son vol, etc. Vous avez toute la pression qui redescend un petit peu d'un coup. Moi, je sais qu'à ma première rotation, j'ai pleuré. Mais je savais même pas pourquoi je pleurais à la fin. Juste de fatigue, de nerfs, de je l'ai fait, de je suis fatiguée, de je sais pas où je suis. La première nuit aussi, je me suis réveillée dans la nuit, j'étais en stress parce que je savais pas dans quelle ville j'étais. Donc oui, ça peut être un petit peu dur à gérer. La solitude, moi j'étais très connectée avec mes proches. Dès que j'arrivais dans une ville, je disais je suis bien arrivée, etc. J'avais besoin de leur soutien. Le vol s'est bien passé, le client était super. Ouf. Tu sais, genre j'avais besoin de décompresser et de tenir au courant mes proches. J'avais fait une conversation de groupe avec mes copines et tout. J'avais pas le temps de parler à chaque copine individuellement, j'avais dû faire une conf de groupe pour les tenir au courant parce que c'était ma première rotation, donc forcément j'avais pas encore l'habitude, etc. Est-ce que tu rencontres des gens célèbres? Oui, je n'en dirai pas plus. Est-ce que c'est un métier accessible à tous? Je vais pas vous mentir que j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non. Si vous faites pas une formation complémentaire pour intégrer l'aviation d'affaires, les jets privés, ça va être très difficile de rentrer parce que les seuls contrats que vous allez voir, il n'y aura pas écrit freelance. Il y aura juste écrit on cherche CDD, hôtesse ayant déjà eu de l'expérience, etc. dans l'aviation d'affaires. Donc vous ne pourrez pas postuler. Vous êtes obligé de passer par une formation complémentaire pour faire du freelance, je pense, en mon opinion personnelle, que c'est plus facile. Sinon, c'est pas très accessible. Parce qu'en vrai, regardez autour de vous, est-ce que vous connaissez beaucoup d'hôtesses de l'air dans les jets privés? Moi, j'en connaissais aucune. Donc, je pense pas que ce soit tant que ça accessible. Je pense qu'il faut connaître un petit peu. Mais si vous voulez faire la formation complémentaire, c'est assez onéreux. J'ai oublié de vous parler des prix de la formation, je vais en parler maintenant. Moi, mon CCA, donc le CCA, c'est le diplôme hôtesse de l'air, qui fait que vous pouvez bosser pour Air France et autres. Il m'a coûté 2700 € parce que j'avais pris l'option stage d'anglais, même si j'en avais pas besoin, mais je l'avais pris parce qu'il nous prépare à l'examen du B2. Donc en fait, je savais exactement quels exercices j'aurais à faire en webcam avec la personne. Et j'ai pris l'option aussi, en plus, aide aux entretiens. Si j'avais eu un entretien chez Air France, qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire? Par exemple, typiquement, pourquoi vous voulez faire hôtesse de l'air? Évitez de dire que c'est parce que vous aimez voyager. Parce que c'est un métier, c'est un travail. On n'est pas là pour se dorer la pilule. Donc voilà. C'était un stage d'1 semaine aussi supplémentaire proposé par mon école. Donc moi, ça a coûté 2007 avec ces 2 stages en plus. Sinon, je pense que ça aurait pu coûter peut-être 1004, 1005. Mais vous pouvez faire financer par Pôle emploi peut-être et votre compte CPF à voir, renseignez-vous. Par contre, ensuite, la formation complémentaire pour les jets privés, c'est plus cher, c'est entre 3000 et 5000. Mais c'est obligatoire et vous avez la garantie de trouver un emploi derrière, un emploi du freelance en tout cas, alors que quand vous passez votre CCA, moi j'ai payé 2007 le CCA, plus le logement à Paris pendant la formation pratique, plus la nourriture, plus l'inscription de 150 €, ou je sais plus combien, 90, pour passer l'examen, etc. À la fin, je m'en suis sortie pour 5000 € les gars. Je m'en suis sortie pour 5000 € parce qu'il fallait payer la semaine d'hôtel pour passer l'examen, pour passer la formation pratique à Paris, à Orly, etc. On était en coloc avec plusieurs autres PNC. PNC, c'est personnel navigant commercial, donc c'est mes collègues de travail, quoi. Mais voilà, t'as l'école, et en pratique aussi, ce que tu vas devoir payer, tu rajoutes des frais pour la nourriture, etc. Et l'uniforme, et les bandes pour faire les fractures, donc le matériel médical, c'est pas cher, mais c'est juste pour vous dire, en fait, vous avez toujours des petits frais annexes. Donc moi, j'en ai pour à peu près 5000 €. Plus entre 3 et 5 000, vous pouvez avoir une formation
pour l'aviation d'affaires, mais moi je regrette pas du tout parce que vous voyez, j'aurais pas trouvé de travail si j'avais payé que les 5000 de. Enfin, 2007 plus le logement, etc. Les 5000 pour le CCA, le diplôme d'hôtesse de l'air, ben, j'ai postulé chez Qatar Airways, j'ai pas été prise. Il n'y avait pas forcément d'entreprises qui recrutaient par la suite. J'ai pas vu d'offres d'emploi chez Air France ou etc. Enfin, il y en avait, mais juste avant mon diplôme. Donc, j'ai pas pu les passer. Donc, je serai toujours là à avoir payé 5000 € et à galérer. Alors que là, j'ai repayé une formation complémentaire, mais derrière, je me suis déjà remboursée. Donc voilà, par contre, c'est assez onéreux, entre 3 et 5. Mais sachez que derrière, en aviation d'affaires, on a besoin de vous, surtout en été, parce qu'il y a beaucoup de vols. Donc vraiment, je suis arrivée au bon moment dans l'aviation d'affaires. J'ai fait la formation en avril. Donc voilà. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Ouf, c'est une super question parce que Margot m'avait déjà donné beaucoup d'infos, un peu comme moi là avec vous, j'essaie de faire une petite transmission d'infos au cas où ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer? Que c'est plus dur que ce qu'il n'y paraît et qu'il faut une vraie exigence de soi, de son travail, que c'est vraiment... Enfin, après, je m'en doutais et je suis comme ça dans mon travail de tous les jours, mais c'est un monde à part. L'aviation d'affaires, c'est un monde à part. C'est pas le monde qu'on peut voir, vous et moi, tous les jours dans la vraie vie. On accède vraiment à un monde qui nous est pas donné d'accéder normalement. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas l'argent nécessaire pour intégrer ce monde-là normalement. Et là, comme je vous ai dit, il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, mais tu dois avoir des footballeurs ». Alors oui, mais je peux voir des rois aussi. Je sais pas si vous vous rendez compte la différence. Le monde dans lequel vous avez accès, c'est un monde à part. Ton plus gros conseil pour quelqu'un qui veut devenir hôtesse en aviation d'affaires, en aviation privée, c'est de faire une formation complémentaire. Parce que le CCA, le diplôme ne suffit pas. Mon téléphone avait coupé, j'avais plus de place tellement la vidéo est longue. Donc du coup, oui, je vous disais, New York, plus beau vol que j'ai pu faire jusque-là. Déjà, c'était sentimental et voilà quoi. C'était ma première escale et j'ai adoré. J'étais en binôme avec une hôtesse, donc beaucoup plus rassurée. Chose qui arrive vraiment très rarement. Et elle m'a appris plein de choses. En fait, je me suis pas rendu compte. En fait, comme on est toujours seul, on a sa propre façon de travailler et on sait pas comment les autres font. Et là, en fait, de la voir, j'ai vu comment elle prépare son welcome, comment elle parle aux passagers. Et en fait, elle avait 10 ans de métier et c'était génial pour moi. Parce qu'en fait, moi, je me rendais compte que des fois, j'allais voir le client, je disais bonjour, enfin, pas bonjour, je l'avais déjà vu, mais genre, est-ce que vous voudriez un café? Il allait me dire non. Et j'allais revenir un peu plus tard, bah du coup, est-ce que vous voudriez... Nanana. En fait, elle me dit, il faut jamais que tu viennes les mains vides. Par exemple, vu que je lui demande un café, ça veut dire qu'il a sûrement terminé de manger. Par exemple, le moment où je viens lui proposer un café, ben, je peux prendre un petit plateau avec des petites miniardises et lui proposer une miniardise et en même temps je lui demande s'il veut un café. Comme ça je reviens pas 2 secondes après, tenez votre miniardise. En fait, tant qu'à faire d'une pierre deux coups. Et moi j'étais pas assez organisée à ce moment-là quand j'avais eu ce vol-là, donc elle m'avait appris plein de choses et j'ai adoré ce vol. Et du coup c'était le meilleur pour moi, je m'étais trop bien entendue avec les pilotes. Comme moi j'étais super excitée à l'idée d'aller à New York, ils ont dit mais on va laisser la petite choisir l'hôtel. Trop bien, c'était trop cool. Donc j'ai adoré ce vol. Je regarde la suite des questions, mais je crois qu'on arrive à la fin. Qu'est-ce que ce métier t'a appris sur toi-même? Waouh, c'est un truc de fou cette question. Ouf. Que j'étais capable. Parce que je vous jure que quand on n'est pas dedans et qu'on entend les autres parler, c'est-à-dire là, moi, vous m'entendez parler, vous avez vu comment c'est une organisation de dingue, etc. Qu'il faut être fort mentalement, qu'il y a plein de choses et tout. En fait, ça m'a appris que je suis capable, que j'ai beaucoup plus de courage que ce que je crois. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans un avion, comme ça, devant une passagère qui avait l'habitude de prendre le jet, alors que moi, c'était la première fois que je faisais ça, son hôtesse. Il fallait que j'ai l'air pertinente, etc. Et du coup, franchement, j'ai beaucoup plus de courage que des personnes qui, à 30 ans, restent dans leur confort de métier alors qu'ils aiment plus ce qu'ils font, et etc. etc. Donc, ce que ça m'a appris sur moi, c'est que je suis courageuse, que je peux être caméléon aussi, je peux m'acclimater à plein de milieux différents et que je suis pas un imposteur dans un milieu dans lequel je suis pas née. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, non, ça m'a appris sur moi aussi la résilience parce que quand un vol se passe moins bien qu'un autre, toujours se remettre en question avec humilité. Comment est-ce que j'aurais pu faire en sorte que ce vol se passe bien, même si des fois, effectivement, il y a des clients, pour le coup, ça va pas être votre faute. Ça va être aussi les clients qui ont leur pression, leur caractère
faut prendre sur soi, c'est le job, c'est le métier. Est-ce que c'est compatible d'avoir une vie de couple avec ce métier? En vrai, c'est comme, je sais pas, comme n'importe quelle personne. Je pense que si vous aimez bien quelqu'un, bah vous avez envie de rester avec. Donc moi, je vois pas en quoi c'est... Je comprends que ça se pose comme question, dans le sens où ben, le rythme fait qu'on n'est pas tout le temps avec la personne, mais moi je trouve ça cool parce que du coup on peut se manquer un peu, se retrouver, et quand on se retrouve, ben moi je suis là tout le temps. Enfin je dis ça mais j'ai personne à retrouver, mais vous avez compris ce que je veux dire, genre en mode j'aime bien la possibilité d'être vraiment là à la maison, de pouvoir vraiment profiter de la personne, et quand je suis pas là, juste je suis pas là. Donc pour moi c'est pas un problème. Par contre effectivement hôtesse de l'air c'est un des seuls métiers pour lequel quand t'es enceinte, pour le coup tu peux pas travailler un peu, c'est mort. Tu peux prendre l'avion quand t'es enceinte, oui bien sûr si t'as besoin de voyager, etc. Mais tu peux pas travailler, être enceinte et être hôtesse de l'air, c'est pas possible, c'est trop dangereux pour le bébé, pour la santé personnelle, etc. Donc effectivement, moi qui ai 30 ans, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Pour l'instant, j'ai même pas de mec, donc comment vous voulez que je me projette dans cette question? Mais en tout cas, je connais des mamans qui sont hôtesses de l'air et elles s'organisent, voilà. Donc je pense que ça peut se faire quand on est vraiment amoureux de quelqu'un. On fait en sorte que ça marche, peu importe. Et, euh, et dernière question, est-ce que c'est facile de passer de l'aviation low cost à privé? Ni facile ni difficile, je dirais que en fait c'est pareil. C'est-à-dire que si vous faites une formation complémentaire pour ensuite intégrer l'aviation d'affaires, vous aurez quand même votre expérience et votre bagage d'avoir travaillé en low cost avant. Pour moi, euh, c'est pas quelque chose de négatif en fait, au contraire. Vous avez travaillé dans du low cost, vous allez travailler dans de l'aviation d'affaires, du privé ou une première classe. On a le droit d'évoluer et il y a des perspectives d'évolution dans ce métier aussi. Quelles sont-elles? Chef de cabine, chef hôtesse. Et ensuite, il y en a sûrement d'autres si jamais vous avez d'autres envies, que vous avez envie de faire autre chose. Donc voilà, plein de possibilités possibles. Mais déjà être chef hôtesse d'une compagnie, déjà moi de freelance à intégrer une compagnie, après un jour pourquoi pas être chef hôtesse dans une compagnie, après voilà il y a être formatrice après si jamais je veux faire ma formation, enfin en fait là je vous dis des exemples, j'ai pas forcément envie de ça, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut toujours évoluer dans ce métier là aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est terminée, elle est assez longue, j'espère que vous avez les infos que vous voulez en tout cas sur ce métier qui est assez intriguant, je vous l'avoue, et on a eu qu'un son de cloche, c'était la vidéo légende de Guillaume Play, et c'est pas forcément une vidéo qui m'a plu parce que je trouve que c'est un peu de commérage sur faire demi-tour pour une pizza, etc. Le métier c'est beaucoup plus que ça. Très bien que cette vidéo soit sortie et que ça ait marché, etc. Mais c'est vrai que moi je suis plus dans l'école de pas trop en dire. Donc voilà, parce que ça reste quand même un métier où si les gens ils prennent le jet privé et pas Air France, c'est pour être discret. Donc voilà. Et ils mettent le prix qui va avec, ils ont le service qui va avec et le prestige qui va avec. Et donc pour moi de balancer dans une vidéo des anecdotes sur des clients, etc., je trouve pas ça très cool. Mais voilà, ça ne tient qu'à moi. Je vous fais plein de bisous. Paka, ça veut dire bye en russe. Et voilà, bisous.